Salut Maxence, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Merci de m'inviter sur ce podcast. Yes, bah écoute, ça me fait plaisir. On va parler d'une thématique, je crois qu'on n'a pas abordé encore. C'est du coup le sujet de Meta et de la publicité en ligne, notamment. Je sais que ça fait débat, donc ça va être intéressant de pouvoir discuter sur ce sujet. Ouais, carrément, 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 dis-moi tout. Avant peut-être de démarrer sur cette thématique, l'idée c'est peut-être de remettre un cadre. Est-ce que tu pourrais, bah, te présenter en quelques mots pour qu'on comprenne justement pourquoi c'est toi que j'ai décidé d'interviewer aujourd'hui? Ouais, pas de souci, on a une agence justement avec un autre Maxence, vous connaissez certainement, Media Buyer de Coleman et un petit peu tous les gros noms dans le milieu d'infoproduits. Nous, en gros, on scale, les publicités méta sur la lead gen principalement, donc on fait tout ce qui est evergreen, binaire, challenge. On fait aussi justement de l'achat direct, on pourra peut-être en parler et moi ça fait 2 ans que je fais ça aujourd'hui. Max, lui, ça fait 7 ans et écoute, ça tourne bien et on travaille aussi ensemble sur certains projets donc c'est comme ça qu'on se connaît d'ailleurs Yes, et voilà, hein, j'ai pas grand chose de plus à dire, je pense. on va aller creuser tout ça de toute façon. Juste pour moi, à ma connaissance, peut-être lancé voilà, il y a 2 ans et pourquoi avoir choisi, la publicité en ligne? Ouais. Alors moi, je me suis lancé il y a un peu plus de temps que ça fait, 3 ans et demi, en disons, mais j'étais pas à 100 dans les publicités méta. Moi, avant, j'étais coach sportif en ligne et j'ai commencé, vraiment zéro budget et cetera, from scratch, de zéro sur Instagram, donc création de contenu et cetera. Après, j'ai commencé à mettre en place de la publicité et quand j'ai commencé à avoir des bons résultats, en fait, j'étais déjà en contact avec des personnes qui m'avaient formé, pour être coach sportif en ligne et ils m'ont proposé justement d'aider, de devenir coach pour les coachs sportifs et les aider dans leur marketing, en fait. Donc c'est là où justement j'ai vraiment beaucoup plus développé ce côté, marketing avec les publicités sur Meta, même, n'importe quel type de funnel, soit sur Instagram et vraiment toute la chaîne de valeur, en fait, qu'on peut retrouver dans un tunnel. Je l'ai pu le mettre en place, j'ai pu en tester plein et là, ça fait vraiment 2 ans où je me suis spécialisé uniquement sur Meta. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que c'est le «plus simple» entre guillemets. C'est pas simple, mais c'est là où moi j'avais le plus, disons de facilité, c'est ce qui me faisait vibrer au quotidien. Le problème de Instagram, on voit beaucoup de choses aujourd'hui et cetera, on pourra aller creuser là-dessus. Les tunnels un peu complexes et cetera, c'est pas traquable, tu sais pas vraiment ce qui se passe. C'est un petit peu une usine à gaz finalement et aujourd'hui, je voulais pouvoir utiliser mes compétences au service de plusieurs sociétés que ce soit dans la gen, de l'e-commerce, du SaaS, n'importe quoi. Et tout ça, ça passe par la publicité méta, qu'on le veuille ou non. Et après, bien sûr, il y a des facteurs externes qui vont optimiser la profitabilité et les ventes de la société. On pourra en parler justement. Ouais, bah, écoute, je vais trop bien. Je vais rentrer, direct les 2 pieds dans le plat. Mi-2026, est-ce que tu penses qu'on peut avoir un business qui est en full ads? Oui, oui, bien sûr, c'est largement faisable. Maintenant, il y a ses avantages et ses inconvénients forcément. Si c'est full ads, bien sûr que ça va être, plus compliqué niveau marge. Nous, on connaît et on gère des business qui sont Ça uniquement existe full ads, encore, hein? il y a pas de problème. Oui, bien sûr, les coûts deviennent de plus en plus importants, mais en réalité, si les coûts deviennent de plus en plus importants, c'est tout simplement qu'il faut devenir meilleur, en fait, tout simplement. Parce que, je pense notamment à des comptes qu'on a nous qui font, plus de 6 chiffres de profit par mois et qui sont là depuis des années, des années, des années et alors oui, ils ont eu une augmentation des coûts, mais parce qu'en même temps, ils font la même chose depuis 10 ans. Mmh. Et ça va en vrai, en termes de coût, c'est pas énorme. Donc oui, c'est 100 faisable. Maintenant, voilà, il faut jouer avec les règles, il faut voir aussi, les acteurs sur ton marché et être meilleur que la concurrence, tout simplement. Yes. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, moi, de mon recul aussi, l'Ads, ça devient quand même prédominant. Maintenant, moi, même si j'étais pas trop fan, je trouve que quand même l'organique, quand tu as réussi à construire une communauté, bah, il faut capitaliser là-dessus parce que vraiment ça peut, développer ou même, propulser un business plus rapidement que si tu avais full ads, quoi. Parce que tu as cette Mmh. notion de confiance,
expertise, et Le cetera. truc qu'on oublie trop souvent, c'est qu'en fait, l'Ads et l'organique, ça vient s'auto-alimenter. C'est vraiment ultra complémentaire parce qu'en effet, l'organique, c'est une communauté, c'est des gens qui se sont abonnés à ton compte, qui voient ce que tu fais tous les jours. Mais en Ads, les informations que tu récupères avec les mails et les numéros de téléphone peuvent exactement faire la même chose. Tu vas, créer de la réciprocité et du rapprochement, en fait, du lien avec, ces personnes-là en envoyant des mails. Beaucoup de personnes pensent que les mails aujourd'hui, c'est caduc, ça fonctionne plus. Mine de rien, il y a quand même, 30 des personnes qui ouvrent leur mail et 1 à 3 des gens qui cliquent sur ce que tu leur envoies dans le mail. Donc après, on fait vite les calculs, hein, plus tu as de mails, plus ça devient intéressant. Donc ça, il faut pas l'oublier. Et encore une fois, les mails, tu vas pouvoir les amener sur ta page Instagram, sur ta page TikTok ou n'importe où. Et en fait, c'est comme ça que tu vas auto-alimenter, ton organique et tes ads. Et tu vas créer, en fait, si tu veux, un espèce d'écosystème où un lead que tu vas attirer, tu vas le nurturer, tu vas le garder dans ton écosystème et après tu vas pouvoir l'envoyer sur ton Insta, sur ton YouTube, lui envoyer des ressources personnalisées en mail, par SMS, avoir vraiment un contact beaucoup plus proche avec lui. C'est comme ça que tu crées la confiance et que, tu fais passer un lead qui te connaissait ni d'Adam ni d'Ève, qui était ultra froid, à quelqu'un de chaud, en fait, qui est prêt à payer. Alors oui, ça peut prendre des semaines, des mois, même des fois des années, mais c'est de la data que tu as achetée et il faut vraiment pas s'asseoir dessus. Il y a trop de personnes aujourd'hui qui se contentent simplement de générer des leads et attendent qu'il y ait des calls qui tombent. En fait, ils brûlent, de l'argent, à foison, c'est des Qataris, en fait, ces gens aujourd'hui Mmh. et c'est pour ça que c'est super important de bien avoir conscience de l'importance de l'écosystème et de ce que tu fais, en fait, quand tu récupères vraiment un mail, un numéro de téléphone. Comme tu as dit, c'est tu le payes, tu dépenses de l'argent pour avoir, du coup du lead. Ce que les gens aussi, je pense, ont du mal à comprendre, c'est eux, ils veulent le ROI ou en tout cas le retour sur investissement plus immédiat possible. Mais comme tu l'as dit, c'est un tunnel donc, tu as, je sais pas, 100 leads, c'est normal que tu vas pas avoir, 50 clients au bout d'une semaine, à la fin de ton tunnel et donc comme tu as dit, il y a cette phase derrière de nurturing, de, création de confiance, de mise en place de plein de données pour apporter de la valeur, pour que, ces gens-là qui ont pas acheté à la fin du tunnel puissent potentiellement reprendre contact et reprendre un appel ou en tout cas, devenir client par la suite, quoi. Exactement. Donc vous, c'est vrai que dans sur la partie ads, il peut y avoir aussi cette attente, je pense, du client, d'avoir un ROI, très rapide. Comment vous, vous le gérez? Est-ce que c'est du coup un discours là, le par exemple, ce que je viens de dire, c'est un discours que vous donnez aux clients? Ou est-ce que vous avez une approche peut-être différente pour, et peut-être même une compétence aussi, supplémentaire qui viennent justement, heu compléter tout ça et montrer que finalement, il y a le court terme, c'est une chose, mais il y a aussi, le moyen et le long terme, quoi. Non, 100. Nous, on sensibilise vraiment beaucoup nos clients, par rapport à ça. On gère pas uniquement, les campagnes sur Meta. En fait, on gère vraiment toute la partie du tunnel. On a vraiment cette vision sur tout le tunnel, du moment où le lead rentre jusqu'au moment où il va acheter. Donc, on les sensibilise un maximum à faire un maximum d'organique, à prendre contact avec eux, faire du staging, faire des ressources de nurturing et on les aide vraiment à tout ça. Encore une fois, c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, on prend des décisions basées uniquement sur des data. On est très, data driven, c'est-à-dire que si on voit qu'il y a, un bottleneck à un endroit précis, on sait exactement les process qu'ils doivent mettre en place et à ce C'est moment-là, on leur communique pour les mettre en place. Mais toi, je pense que c'est ce que tu fais déjà au quotidien, donc tu sais de quoi je parle. Ouais, bien sûr. Juste, tu peux rappeler ce que c'est bottleneck pour les gens qui Bottleneck, c'est tout ce qui va être goulot d'étranglement. Donc, si on voit il y a un problème justement dans la fluidité de passage entre l'étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, et cetera, et qu'on voit une grosse baisse en fait entre l'étape 5 et l'étape 6 par exemple, on sait que là, il y a un bottleneck, il y a un goulot d'étranglement et c'est ici qu'on doit mettre notre focus pour optimiser, le la passation vers la suite. un sujet, que je voulais aborder aussi. Je fais pas forcément de transition, mais parce que c'est des questions qui me viennent comme ça et c'est aussi un sujet, je pense, qui a fait beaucoup de débats et moi-même, quand je me suis lancé dans l'acquisition payante, j'avais un peu cet ego de dire, «Regardez mon CPL». Dans certaines niches, bien évidemment, il peut évoluer, mais moi, j'étais tout fier au début quand j'ai lancé mes premières pubs. Bon, j'avais peut-être une copétence copywriting, donc ça augmentait en plus mon ego, mais de dire: «Regardez mon CPL, j'ai un CPL à moins d'1 €, bah, vous avez 10 balles» et cetera et cetera. C'est quoi, toi, ton point de vue par rapport au CPL? Est-ce qu'il y a pas un Mmh. mythe autour de ça, d'ailleurs? Ouais, 100. Ben, en fait, ça dépend vraiment de ce que tu veux. C'est-à-dire que si ton objectif c'est de générer un maximum de leads, un maximum de mails, de numéros de téléphone pour les revendre, à des sociétés, qui vont faire du cold call, j'en sais rien. C'est une super métrique.
Par contre, si en fait, c'est pas la métrique vraiment, la plus importante aujourd'hui, par exemple dans l'infoproduit, c'est le call et combien de calls tu vas générer, en fait, le CPL, il est un peu caduc. Dans le sens où tu peux avoir le CPL le plus bas possible, mais tu peux avoir un coût par call qui va exploser et justement, en général, c'est assez corrélé parce que si tu as un CPL qui est très bas, ça peut vouloir dire et ça peut vouloir dire, hein, parce que des fois, c'est pas tout le temps le cas, mais ça peut vouloir dire que c'est pas la meilleure qualité des prospects et donc forcément, c'est pas la meilleure qualité de prospect, ça prendra pas beaucoup de calls et ça closera encore moins. Donc nous, on se base toujours sur la donnée la plus lointaine dans le funnel. Si tu veux un achat, on va se baser sur le CAC. Si tu veux un call, on va se baser sur le call. Si tu veux un lead, on va se baser sur le lead. D'accord? Après, il y a des métriques mineures qu'on va utiliser pour savoir si oui ou non ta créa est bonne et si derrière c'est un problème d'algorithme, date fatigue ou de quoi que ce soit. Mais nous, on va vraiment regarder en général la data la plus lointaine dans le tunnel et après le ROAS pour savoir si oui ou non les calls qu'on apporte ou n'importe, apportent justement des acheteurs. Parce que c'est bien de générer des calls à bas également, mais c'est le même problème que le lead. Si tu as plein de calls, mais qu'en fait tu as un taux de closing à 5, bah, autant ne pas avoir de call, tout simplement. Mmh. Mais du coup, c'est où la limite? Parce que là, je le vois venir et j'ai déjà eu cette objection, de la partie closing, donc vous êtes pas, du coup, tributaire, qui va dire: «Ouais, mais mes leads sont pas qualifiés». Mmh. Tu vois, il y a OK, avoir un CPL, vraiment, très bas qui, peut être égal à justement des touristes, mais il y a aussi cette autre dimension où, de l'autre côté, on va t'apporter des rendez-vous, qualifiés ou moins qualifiés, mais après tu as aussi vraiment la partie sales qui doit et qui peut-être n'arrive pas à closer et du coup se décharge sur la partie marketing qui va dire: «Ah ouais, mais vos appels en fait, vos leads ils étaient pas qualifiés». Ouais, ça c'est classique, hein, ça arrive, quand même assez souvent sur les petits comptes. Sur les gros comptes en général qui dépensent des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros par mois, on a moins ça parce que, ils sont déjà, aware, ils ont des managers au sales, managers marketing, enfin ça passe bien. Ils savent comment ça fonctionne, mais oui, oui, quand on a ça en général, encore une fois, nous, c'est data, hein. Pourquoi c'est pas qualifié? Sur quoi tu te bases? Sur quoi tu te bases pour dire que c'est pas qualifié et sur quoi tu te baserais pour dire qu'il serait qualifié? Pourquoi ça a pas closé? Et la plupart du temps, quand on demande pourquoi ça a pas closé, on se rend compte que c'est juste la personne qui sait pas vendre. «Ouais, je l'ai pas pitché parce que pour moi, elle avait pas 10 000 € à mettre. Elle m'a dit mot pour mot: "J'ai pas 10 000 € à 10 000 € à mettre, donc je la pitcherai pas"». Donc voilà, après c'est, nous lui dire qu'il y a un problème sur les sales et après voilà, nous on n'est pas head of sales, donc on va pas la coacher, mais on va lui dire que là, en fait, le bottleneck il est ici, donc il faut que ton focus il soit à ce niveau. Et après, si tu nous fais des retours constructifs, bah voilà, aujourd'hui, cette personne elle avait tel profil, elle avait tel taux d'engagement et cetera. OK, bah nous on prend en compte et du coup, on va créer justement des nouvelles publicités qui vont parler à l'avatar que tu recherches. Mais si on n'a pas de retour, en fait, on va, optimiser dans le vent et nous on n'optimise rien dans le vent. C'est que de la data. C'est pour ça que le setting, c'est, super important. On en parle de plus en plus nous, et on sensibilise de plus en plus les comptes à faire ça. Setting sur Opt-in directement. Est-ce qu'il a répondu? Est-ce qu'il a pas répondu? Est-ce que c'est le profil qu'on recherche, oui ou non? Parce que nous derrière, on veut renvoyer que la data de qualité à Meta pour qu'il aille chercher justement les meilleures personnes. Et c'est justement corrélé à notre métier. C'est optimiser l'algorithme sur les personnes qu'on veut. Et si on n'optimise pas sur les personnes qu'on veut, ben, on aura toujours ces moments de up où tu vas avoir des leads ultra quali pendant une semaine. Tu te dis c'est bon, ça va exploser. Semaine Mmh. d'après, tu as des leads de merde. Classique. Si tu optimises pas réellement sur les bonnes personnes et que tu dis pas à Meta, je veux que tu ailles chercher que ces personnes-là, forcément, il va faire des allers-retours. C'est normal. Ouais. Alors peut-être avant de clôturer sur, la partie, CPL et justement de parler de du setting et qui est un peu dans l'approche, globale des évolutions qu'il y a pu avoir sur le marché. Si tu devais, peut-être rassurer des personnes et donner des tranches en termes de CPL, de ce que vous avez pu voir, qu'est-ce qui serait bien? Qu'est-ce qui serait peut-être, trop cher dans peut-être si tu as des exemples de secteurs ou de niches en disant, je sais pas, le dev perso, c'est entre X et X et pareil pour les Mmh. appels. Ouais, non, oui, ça dépend des secteurs, ça dépend des niches. Nous, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes en make money, donc en B2B. C'est un CPL aux alentours de 20 à 35 € et un coût par call entre 200 et 400. Ça, c'est OK. les datas moyennes si on devait vraiment donner, une grosse fourchette. Après, sur des niches beaucoup plus B2C, vraiment très broad, on peut retrouver un coût par lead entre, 1 € et 5 € et un coût par call entre, 30 et 60. Et après Mmh. sur des niches vraiment beaucoup plus tabassées en B2B, par exemple, je pense au coaching sportif, ça va être un coût par lead entre
Ouais, allez, 2 € à 10 maximum selon si c'est comment c'est niché et un coût par call, aux alentours de 100 €, tu vois? Entre 80 et 120 €, un call qualifié. Mmh, OK. Donc on voit qu'effectivement, il y a pas mal de la fourchette est assez large et que ça varie tellement sur, des secteurs et tout, mais ça montre aussi que, bah, plus on est, hem, conscient et plus on a un bon message, bah, forcément ça devrait améliorer aussi derrière tous les KPI qui en découlent, Ouais, quoi. absolument. C'est, quelque chose de super important aujourd'hui le message marketing. Si tu pas le bon message marketing dans ta pub, tu vas pas attirer les bonnes personnes. C'est super important, l'importance du copywriting, dans ce domaine, hein, qui est le marketing, que ce soit en organique ou en ads, hein. C'est la même chose aujourd'hui. Les gens font trop la guerre entre l'organique et les ads, mais c'est exactement la même chose. L'organique, tu fais un contenu qui va être poussé par un algorithme. Les ads, tu fais un contenu qui va être poussé par un algorithme aussi. C'est la même chose, juste il y en a un où tu as un levier qui est le budget. Mais c'est exactement le même système. Donc c'est, avoir le bon message pour parler à ton avatar de manière la plus précise possible, qu'il se reconnaisse, qu'il comprenne justement que tu parles à ses problématiques, que tu peux lui apporter la solution et que ce que tu lui proposes est fait pour lui. À ce moment, tu vas avoir la meilleure qualité de lead possible et ainsi de et justement ton business va pouvoir fonctionner comme ça. Du coup, je passe sur la partie, on va dire, setting. Donc c'est vrai que c'est un truc, qui existe depuis très longtemps. Enfin moi j'ai démarré, tu vois, en 2020-2021, je sais plus exactement quand, dans milieu 2020 quoi, post-covid et on entendait déjà parler de un peu de setting. Après il y avait, la façon de faire qui peut-être qui a différé. Mais on va dire qu'à l'époque, c'était pas un élément indispensable. C'est-à-dire que les tunnels vraiment evergreen automatiques, ça marchait de ouf. C'est-à-dire que tu le mettais en place une fois, tu avais effectivement trouvé le bon message, la bonne offre et tout ça. En vrai, tu avais pas trop besoin de pousser le truc. Aujourd'hui, on est du coup 5-6 ans après. Le marché a beaucoup évolué, il y a une sophistication du marché, des gens qui sont peut-être plus, on va dire, il y a eu une première vague peut-être de gens qui étaient très, optimistes à l'idée de d'atteindre cette fameuse, je sais pas, liberté, c'était surtout ça les messages marketing. Aujourd'hui, les gens ont peut-être moins confiance. Donc, c'est quoi à peu près, ouais, ton point de vue sur le marché et en quoi justement le setting peut vraiment venir, bah, débloquer certains business? Il y a pas mal de points à aborder. Déjà, oui, comme tu l'as dit, le marché, il s'est vraiment éveillé et en fait, aujourd'hui, quasiment, je vais pas dire toutes parce que ce serait mentir, mais beaucoup de personnes ont déjà suivi un accompagnement ou ont déjà fait un appel de closing ou ont déjà été dans un webinaire, un challenge et cetera. Ils savent entre guillemets un petit peu ce que c'est, que le closing, que tout ça. Ils sont déjà beaucoup plus éveillés là-dessus et aujourd'hui, on va pas se leurrer, tu es dans la niche, je sais pas, thérapeute, tu vas faire des publicités, ciblées pour ton avatar, mais tu as, 10 autres concurrents qui en fait achètent les mêmes leads et aujourd'hui, ce qui va vraiment différer entre qu'est-ce qui fait que il va acheter chez toi ou chez lui ou chez un autre. Oui, c'est ton offre, mais en soi, aujourd'hui, les offres sont quasiment toutes les mêmes, quasiment. Donc en fait, ce qui va, changer la donne, c'est à quel point il a confiance en toi et à quel point, il se reconnaît et il apprécie ton énergie. Donc forcément, ça va passer par de l'organique, phase de nurturing, phase de montée d'éveil à ce niveau, mais surtout, en fait, à quel point il a plus d'intimité, il a plus de points de contact avec toi. Donc c'est là où le setting va être intéressant. Entre quelqu'un qui va pas faire de setting, qui va laisser entre guillemets, lead mourir ou faire, son chemin tout seul et quelqu'un qui va vraiment aller le prendre par la main, dire: «Bah écoute, salut Tom, j'espère que ça va, voilà, c'est Max, je voulais savoir un petit peu ce qui t'a plu, là-dedans, qu'est-ce que toi tu recherches? Je pourrais peut-être t'aider». Donner casser ce mur de verre, apporter plus de confiance et c'est là où en fait le setting est super important. C'est la trust, alors, du coup, comme tu l'as très bien dit, il y a une façon de le faire, parce qu'il y en a qui vont être, en mode setting très agressif, ils vont même pas chercher à comprendre la personne directement: «Vas-y, viens, on book un call» et cetera. OK, ça peut fonctionner, mais, est-ce que la personne va être par rapport à ce que tu proposes derrière? C'est un autre sujet et c'est au head of sales de gérer ça. Mais, non, je pense que c'est vraiment un outil de confiance aujourd'hui qui va te permettre, de prendre par la main ton prospect et de l'amener jusqu'à ce que tu souhaites. Et aussi un indicateur de performance pour savoir si oui ou non tu attires les bonnes personnes et justement derrière Meta, je veux plus de gens comme lui. Mmh. OK. On voit bien que du coup,
même le marché du media buying a évolué. On a parlé du marché dans sa globalité, mais le rôle du media buyer a évolué. Tu l'as dit en introduction, vous faites pas que du media buying. Le media buyer, c'était quand même la perception des gens, c'était: «Waouh, le mec, il fait des trucs techniques de fou malade parce qu'il mettait des intérêts de partout et tout». Qu'est-ce qui a changé pour toi? Comment on peut aussi casser peut-être la croyance que, c'est que des experts, je sais pas, qui se sont formés à donf dans Meta, alors que, justement, il y a peut-être d'autres possibilités de faire et justement viser les bons KPI, quoi? Ouais. Bah, aujourd'hui, comme tu l'as très bien dit, avant, tu mettais des centres d'intérêt et puis tu envoyais ta créa, même si c'était un peu de la «merde» entre guillemets, ça allait toucher les bonnes personnes et tu avais des bons coups, c'était cool. Aujourd'hui, le ciblage, ça ne sert plus à rien ou plus à grand chose, en tout cas de mettre des centres d'intérêt ou des ciblages vraiment manuels. Tout se fait par la créa avec du coup l'algorithme qui va comprendre à qui tu parles en transcriptant ta vidéo ou en comprenant le texte que tu as mis dessus et il y a un espèce de voilà, il y a un robot, un algorithme qui va comprendre, basé sur les indications que tu as sur ta créative, qui disperser, justement ton message. Donc c'est super important. Aujourd'hui, le rôle créatif stratégiste est limite plus important que le media buyer en lui-même. Le media buyer, là où il a sa force, c'est qu'il comprend, il analyse les chiffres. Il se dit: «OK, bon, ben là, on a des mauvais retours au setting, ça veut dire que le message est pas bon, on va devoir optimiser le message. Sur tel et tel créa, on va optimiser ça, 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 ça». Où là, OK, on a, des très bons coups. Par contre, le ROAS, il est à chier, donc en fait, on va devoir couper la ad parce qu'on est en train de dépenser du budget dessus. Et en fait, le rôle du média buyer, il a un peu muté dans un marketeur 360 qui doit vraiment évaluer et comprendre tout ce qui se passe sur chaque étape du tunnel pour optimiser, en fait, la source de trafic qui est, la créative, grosso modo. Ouais, moi, j'avais vraiment cette perception qu'avant, parce que j'ai déjà pu, travailler avec des media buyers, où ils se contentaient factuellement de l'acquisition. Leur rôle, c'était, bah, comme on l'a dit, le CPL. D'ailleurs, c'était un de leurs premiers et seuls indicateurs de performance. Je vous amène du lead, en gros, débrouillez-vous et on voit bien que ça C'est a ça. évolué. On voit bien que, bah, en tout cas, certaines agences, dont vous, du coup, hem, augmentaient finalement le champ de vision pour pouvoir être beaucoup plus, agiles et avoir de meilleurs résultats, quoi. Exactement. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, tu peux plus te contenter de juste dire, «Regarde, c'est en lead, comment ça se fait que tu as pas fait une vente?» tu vois? Genre, c'est ça marche plus comme ça. Ça marche plus comme ça, ou ça peut marcher, mais dans d'autres secteurs. Si tu veux, comme j'ai dit tout à l'heure, des sociétés, qui t'achètent des leads et tout, tu un maximum, c'est pas le problème. Mais sur des niches comme les nôtres et des industries comme, leurs produits et cetera, ça demande vraiment une vision à 360 degrés beaucoup plus importante, même tech, hein, une vision tech aussi, sur le tracking, sur faire remonter le bonne data, optimiser justement, la valeur de la data que tu fais remonter à Meta. On est beaucoup plus dans, une personne qui doit toucher à tout aujourd'hui pour être un bon média buyer, qu'une simple personne qui, va appuyer sur, des boutons, mettre un budget de campagne et attendre, passivement qu'on lui envoie des créas, de temps en temps, quoi. Mmh. Ouais, 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 c'est vrai que ça a bien évolué. Je pense que ça de toute façon, ça fait partie, de des rôles de chacun. Enfin, il y a toujours un cycle de tout ça et il y a toujours des améliorations. Si on parle un peu plus d'Andromeda, donc Andromeda, le nouveau algorithme ou je sais pas quoi qui justement, casse un peu, tous les centres d'intérêt et cetera. Tu parlais aussi d'être bon en créa. Si on veut être un peu plus précis là-dessus, ce serait quoi toi tes allez, je sais pas, deux trois conseils justement pour, faire justement des meilleures créatives, que ce soit, statique ou vidéo? C'est quoi les Déjà prérequis pour toi, premier. pour Ouais, vas-y, vas-y. moi j'allais juste dire, c'est quoi pour toi tes prérequis avant de lancer une pub? Pour toi, il te faut absolument qu'il y ait ces 2 ou 3 éléments. Sinon tu es sûr que ça OK. va pas marcher, quoi. Ah, il faut que, pour être sûr que ça fonctionne, quand tu dis que ça fonctionne, c'est qu'à la fin, il y ait des calls, il y ait des ventes et que ce soit on soit profitable. Ouais. Dans un premier temps, je dirais, le message de l'offre. Vraiment, est-ce que ton offre, elle est validée? Est-ce que c'est une offre qui est market fit? Si je dois utiliser ce terme. Est-ce qu'en gros, ça parle aux gens? Est-ce qu'il y a une vraie demande? Est-ce qu'il y a un vrai problème, une vraie douleur? Ça, c'est la première chose. Parce que nous, on peut être, les meilleurs média buyers du monde, ou connaître tout ce qu'il faut faire. Si demain tu lances une offre from scratch, si on a zéro donnée dessus, on peut pas te garantir que ça va fonctionner, tu vois? Donc Mmh. déjà, avoir une offre validée avec un message qui soit market fit. Et deuxièmement, ça va avec, c'est comprendre de manière extrêmement profonde ton avatar. Quels sont ses centres d'intérêt, ses problématiques?
les solutions qu'il recherche, qu'est-ce qu'il ne s'avoue jamais à lui-même, quels sont son quotidien. Tu vois un petit peu, par quelle phase il passe, le matin quand il se réveille, quand il se regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'il se dit? Quand il va, à la salle de sport, quand il va au travail, quand il va voir sa femme, quand il va voir, n'importe. Quel est vraiment ton avatar en profondeur jusqu'à, comment il parle? Tu vois, quelles sont les références que seul cet avatar a et pas quelqu'un d'autre, Tu tu sais vois? ça, je me permets de te couper sur l'avatar parce que en vrai, ça, on le sait depuis la nuit des temps. L'avatar, l'avatar, l'avatar. J'ai l'impression que, on le délaisse. Tu vois, on le fait au tout début, on se dit: «Allez, on le fait une fois» et on oublie qu'en fait, le monde évolue, que nous, on évolue et du coup, notre avatar aussi évolue et je trouve que c'est là où, heu, votre rôle a une importance, c'est de remettre ce message, sur le cœur de je sais même plus comment on dit l'expression. Je veux toujours faire le mec qui a des expressions, qui s'en souvient jamais, mais voilà, sur le devant de la scène, quoi et beaucoup je trouve d'entrepreneurs se perdent aussi là-dedans en disant: «Ouais, mais avant ça marchait», que peut-être que la promesse, elle était OK il y a 2 ans sur l'avatar qui avait ses propres difficultés, sauf que 2 ans après, bah, ça évolue aussi, tu vois? Donc je trouve ça cool Mmh. que vous puissiez, aussi, remettre, de l'intérêt sur l'avatar, quoi et qu'il y ait aussi ce Ouais. travail qui est fait de manière, pas quotidien, mais assez régulièrement. Mais l'avatar, comme tu dis, il évolue tout le temps et c'est là où justement nous, c'est super important de prendre les retours setting et sales parce que, c'est dans ces appels-là, je parle de setting call et call, closing. C'est dans ces moments-là où en fait tu vas avoir le plus de données, parce que c'est un échange direct avec la personne, où tu vas vraiment lui demander: «Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu t'es pas lancé avant? Pourquoi tu vas pas te lancer tout de suite? Qu'est-ce qui ceci, cela?» Et en fait avec ce vivier de données, tu vas pouvoir optimiser ton avatar et ceux qui laissent justement leur avatar sur le côté en disant: «Bon, ben c'est bon, le message il a fonctionné une fois, il va fonctionner à vitam aeternam», bah, malheureusement au bout d'un moment et je l'ai vu, hein, de moi-même dans des boîtes dans lesquelles j'étais interne et cetera, il y a eu des gros problèmes. Il y a eu des boîtes qui se sont cassées la gueule parce qu'ils justement, ils se sont pas améliorés là-dessus, ils ont pas cherché à optimiser le message. Donc ça, c'est super important et 3°, c'est ta diversité créative. Aujourd'hui, enfin, à l'époque, tu sais, tu avais une hâte qui fonctionnait bien. Donc, je sais pas, c'était une facecam avec un angle X. Tu te dis: «OK, bah, super, je vais le refaire, heu, mais je vais changer le hook». Et ça va fonctionner. Ou je vais le refaire et au lieu de le filmer avec ma main droite, je vais le filmer avec ma main gauche. C'est et c'est une Mmh. itération, ça va fonctionner. Aujourd'hui, Meta, l'algorithme, il est différent. En fait, si tu fais, 5 ads avec, le même format, le même t-shirt, le même fond, mais que tu changes juste, ce que tu dis, Meta, en fait, il va voir ça comme le même concept et en fait, il va pénaliser. Donc aujourd'hui, ce qui est super important, c'est, la diversité créative. Optimiser vraiment des formats, des concepts, créer des nouvelles choses qui ne sont pas forcément vues pour donner un maximum d'informations à Meta et qui puisse justement te pousser aux bonnes personnes. Donc c'est le troisième point, c'est le plus important, je pense. Enfin, c'est un des plus importants si tu veux optimiser ton algorithme Meta, c'est créer un maximum de concepts et de diversité à ce niveau. Avant, on pouvait faire un peu les feignants en se disant: «Bah, c'est bon, je fais que de la ugly ads en facecam et cetera, en marchant dehors». Maintenant, on voit qu'on est quand même très vite limité et au bout d'un certain moment, ça bloque. Et ça vaut autant pour quelqu'un qui dépense, 100 € par jour que, 1 000 € ou 10 Alors 000. non, justement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, une créa, elle a une durée de vie. Elle a une durée de vie qui est établie par rapport à son spend, donc à sa dépense. Selon la créa, tu vas pouvoir dépenser plus ou moins et ce que je veux dire, ça va intéresser plus d'une personne parce que je pense que ça a certainement dû leur arriver. Tu as une créa qui performe bien à 50 € par jour. Tu dis: «Vas-y, ça marche bien, je double le budget ou je mets plus» et là, les performances, elles se cassent la gueule. Donc tu vas mettre moins, tu vas mettre 75 € et là, ça va commencer à revenir, ça va se restabiliser. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à certaines créas, le budget que tu vas dépenser dessus va être OK jusqu'à un certain niveau où va falloir le stabiliser jusqu'à ce qu'elle pète. Plus tu vas dépenser dessus, plus la durée de vie elle va être courte et c'est comme ça qu'on trouve une creative winner. C'est une créa justement sur laquelle tu peux dépenser le plus longtemps possible et qui te rapporte toujours des bons coups. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que plus tu vas avoir de budget, plus il va te falloir d'angles et de concepts différents pour soutenir cette lifetime en fait avec ton spend, parce que Meta va le comprendre et moins tu as de budget à mettre
moins tu peux, te permettre de mettre beaucoup de d'angles différents. Mais de toute façon, tu vas très vite le voir. Au début, ça va fonctionner, tu vas faire toujours le même angle, tu peux en faire deux trois concepts et en fait, quand tu vas commencer à augmenter le budget, au bout d'un moment, ça va se casser la gueule et tu vas pas savoir pourquoi. Bah, tout simplement parce que Meta n'a plus assez de ressources pour soutenir les performances de ta créative et en fait, il est juste en train de la faire exploser, de la faire mourir. Et c'est pour ça que enfin moi j'avais entendu à l'époque qu'on disait qu'il fallait pas augmenter, il fallait pas doubler le budget, du jour au lendemain et Bien qu'on sûr. préconisait généralement, 20 je crois ou peut-être Ouais, évolué ouais, bien maintenant. sûr. C'est 20 en général, mais en fait, c'est 20 pour éviter de changer la poche d'audience. Mais si on doit vraiment parler uniquement en termes de budget, quand tu as une créa qui fonctionne, il faut la pousser le plus possible. Ça, c'est une évidence parce que de toute façon, avec Andromeda, elle va se casser la gueule du jour au lendemain, c'est inévitable et plus tu vas se peine dessus, plus elle va se casser la gueule donc quand tu as un momentum, faut le pousser. Mais il faut avoir quand même les ressources derrière pour, soutenir, le moment où ça va se casser la gueule. Ouais, Mais chaque concept, selon la créa que tu vas faire et la niche aussi, hein, la taille de ton audience, va exploser à un certain budget quotidien plus ou moins haut. Donc il faut vraiment diversifier un maximum ses concepts, diversifier ses angles. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, il faudrait que je fasse un schéma, mais c'est vraiment une question de chaque créa a un spend limite et à un moment où ça va se casser la gueule et donc toi, ton objectif, c'est de la pousser le plus possible, le plus vite possible pour, optimiser le momentum et derrière faire encore plus de concepts pour soutenir le moment où ça va se casser la gueule. mmh, ouais, je vois et d'ailleurs je vais profiter de ta présence pour mais ça peut éclairer d'autres personnes. Mais tu vois, ça m'est déjà arrivé, je pensais avoir une, du coup une créa winneuse, je la pousse et tout et je fais un peu le tri sur mes autres, créas qui sont moins performantes. Et je me rends compte que, bah, très rapidement, je crois, peut-être 48 heures après, autant j'avais un rythme de lead et même peut-être d'appel qui était, assez prédictible et en faisant le tri sur des d'autres créatives qui étaient peut-être moins bonnes en termes de CPL ou même en termes de d'autres critères, CTR, clics, machin chouette. Je me rends compte que, bah, mon nombre d'appels, s'est drastiquement, baissé. Est-ce que ça, du coup, c'est un truc qui est récurrent? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? C'est quoi tes recommandations? Ah oui, c'est exactement, en gros, ce que je viens d'expliquer. Ta créa, elle a un spend, c'est un peu comme si tu courais. Tu vois, je sais pas si tu as déjà fait de la course ou quoi. Tu as un rythme où, tu vas être bien et tu vas courir suffisamment vite. Tu sais que, je sais pas, tu en zone 3, ça se passe bien, c'est cohérent. Dès que tu vas augmenter, tu vas faire du chemin plus vite, mais tu vas aussi plus vite t'essouffler. C'est exactement la même chose avec la créa. La créa, en fait, elle a un rythme, elle a une vitesse de croisière selon un certain spend que tu leur as alloué au début et si tu l'augmentes, bah, tu vas aussi augmenter justement la vitesse à la la vitesse à laquelle elle va s'essouffler. Donc l'objectif pour ça, c'est de trouver le spend entre guillemets qui soit le plus intéressant pour performer et dépenser le plus possible. Donc ça, en gros, c'est tu augmentes, tu diminues et tu vois un peu à ce niveau. Derrière, tu viens soutenir l'algorithme avec plus de concepts créatifs pour éviter que Meta si tu veux, ne tabasse trop ta publicité pour les souffler, le plus vite possible. Tu comprends? L'erreur entre guillemets, c'est d'avoir voulu, je sais pas si d'ailleurs il y avait eu plus de budget alloué sur la winneuse, mais en tout cas le fait d'avoir modifié les autres, ça a eu un impact sur, la globalité Mmh. de la performance de la campagne, quoi. Bah, ça dépend si tu étais en CBO ou en ABO, enfin, ou si en gros il y avait un budget qui était réparti, je sais pas, tu as un ad set ou une campagne avec, 100 € de budget, enfin 3, tu as 3 créas. Tu sais que Meta va disperser les 100 € sur tes 3 créas, donc je sais pas, tu vas avoir 90 de budget alloué sur ta winner et 5 sur les autres. Juste le fait d'enlever les 2 autres, tu vas mettre en fait 10 de spend en plus sur ta créa. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc c'est comme si tu avais augmenté le budget finalement. Ouais, ouais. Ouais, bah, c'est peut-être ça. Je pense que c'est une erreur qui doit arriver aussi, souvent. Donc c'est bien que tu puisses, j'ai bien aimé la petite, métaphore avec, la course. Je trouve ça cohérent, ouais. Trop bien. Du Excellent. coup, dernier sujet pour moi qui est, aussi important, on pourra pas le résoudre malheureusement. Ça fait office, ça vient en fait condenser tout ce qu'on vient de dire. C'est que on se base, du coup sur des KPI, sur la créa, machin chouette et pour pouvoir gérer correctement ça, qu'est-ce qu'il faut? Un bon tracking. Oui, ça c'est sûr, inévitable. Nerf de la guerre du tracking, puisque, pareil, ça a bien évolué. Avant, c'était le pixel et ça suffisait. Maintenant, il y a d'autres besoins, d'autres, ressources nécessaires pour améliorer le tracking.
Est-ce que pour toi, aujourd'hui, on peut avoir un tracking à 100? Et c'est quoi, du coup, tes recommandations pour, justement avoir la meilleure data possible? C'est un bon sujet et c'est bien que tu me lances dessus parce qu'on a eu justement des enjeux comme ça avec d'autres personnes. Et oui, en effet, le pixel aujourd'hui ne suffit plus. Pourquoi? Parce que avec les nouvelles mises à jour iOS, donc Apple, parce qu'il y a quand même une bonne partie du monde qui a Apple aujourd'hui, en fait, ça va bloquer les cookies. Les cookies, c'est, tout le tracking, quand tu vas sur un site, et c'est justement pour ceux qui nous écoutent et qui savaient pas ça, demain tu vas regarder un canapé sur Amazon, tu vas sur YouTube, vraiment tu as ton canapé qui est, juste à côté de ta vidéo YouTube. Tu te dis: «Mais comment ça se fait?» Bah, en fait, c'est simplement Mmh, que, Google a compris que ton IP a vu, cet outil-là, et donc les régies publicitaires, donc par exemple du gars qui vend son canapé, il va, retargeter, en gros, il va te remettre, heu, ce que tu as vu sur des pages annexes pour en fait te tabasser l'esprit et te matrixer jusqu'à ce que tu achètes. Bah, c'est la même chose, le pixel, c'est ça en fait. Sauf que si tu as des bloqueurs de publicité, des bloqueurs de cookies comme Adblocker ou iOS, les nouvelles mises à jour, et cetera, en fait, ça fonctionne plus. Donc si tu veux, tu as un gars, il va venir sur ta page, Google va pas savoir qu'il a vu, ta page, et cetera, donc tu pourras pas le retargeter. En fait, tu vas, laisser de la data de côté, et c'est comme ça que tu perds de l'argent. Donc aujourd'hui, il faut, également des tracking server side, on peut appeler des KPI, donc des Conversion API, pour dire: «OK, bon, bah, ce gars-là, il s'est opt-in sur ma page, System.io», par exemple. Il s'appelle Maxence, il a mis son mail, son numéro de téléphone. Voici son adresse IP. OK, bah, ça, en fait, on va le renvoyer manuellement à Meta en server side. Donc, qu'il ait vu ma page ou pas, on va le renvoyer quand même, et c'est comme ça qu'on va récupérer de la data, donc on va optimiser le tracking. Sauf que il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est que Meta et les KPI, c'est pas le truc le plus fiable possible. Ça va prendre quand mmh. même, je vais dire 80 du tracking, mais on peut quand même avoir un delta de 20, et sur des gros volumes, ça fait quand même une grosse différence, surtout, alors n'oublie pas que la data sert à optimiser ton algorithme. Donc on va pouvoir utiliser des outils tierces comme Airos, ou des GTM, ou des choses différentes qui vont nous permettre, qui sont vraiment dédiées à ça, qui vont nous permettre d'optimiser le tracking que Meta n'aurait pas pu, allouer à lui tout seul. C'est, comme ça justement qu'on peut optimiser un tracking. 100, je suis pas sûr, mais un bon 95, c'est largement faisable. Bah, de toute façon, dès que tu passes déjà iOS, à navigation privée, ce genre de truc, tu peux pas y échapper. C'est ce que j'essaye aussi d'expliquer à mes clients, c'est que tu auras jamais du un pour un. Tu auras Mmh. toujours une fuite quelque part. L'idée, c'est effectivement de se rapprocher du 95,5, mais ouais, c'est obligé, C'est quoi. ça. Donc c'est super important, et je me souviens qu'on a eu aussi cet enjeu-là sur un projet qu'on a en commun, qu'on a toujours, hein, mais qui va quand même mieux. Mais même pour nous, du coup, en tant que média buyer ou marketeur, hein, toi de ton côté, quand tu regardes les chiffres, si tu as pas des chiffres vraiment clairs qui sont traqués, tu sais pas les bottlenecks, tu sais pas sur quoi optimiser. Nous, en tant que média buyer, on sait pas quelle est la créa qui rapporte les meilleures ventes, les meilleurs calls, et cetera. Donc ça se trouve, on va couper la mauvaise parce qu'on va se dire: «Ah ben en fait, celle-là n'a pas de vente», alors que c'est celle-ci qui a réellement fait des ventes, et c'est comme ça que tu peux, un peu casser, si tu veux, ton momentum, et c'est pour ça qu'avoir un bon tracking, c'est super important, donc faut pas hésiter à investir dans des outils tierces, pour le tracking. J'ai pas les prix en tête, mais par rapport au budget, de toute façon, c'est toujours rentabilisé parce que tu auras un meilleur tracking, tu vas alimenter ton algo et l'algo va te le redonner en te redonnant vers des bonnes personnes, quoi. Exactement. Écoute, ça, c'était pour moi un sujet capital. Je pense qu'on a fait le tour, à part s'il y avait un sujet brûlant que tu as eu, récemment, que tu voulais nous partager sur la partie Non, media c'était buying. ça, hein, c'était vraiment tracking, créative, où nous, on a les plus gros enjeux. Expliquer justement le avant-après de Meta et comment ça fonctionne réellement. En vrai, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Si, j'ai un dernier petit sujet là qui vient de me parce que tu l'as abordé tout à l'heure du retargeting. Est-ce que justement avec Andromeda, parce que je sais qu'avant tu dissociais vraiment les campagnes d'acquisition et de retargeting, est-ce qu'aujourd'hui tu es obligé de faire la même chose ou en fait dans la même, campagne, il sait faire finalement le trajet lui-même? Ouais, il y a un trajet qui se fait automatiquement, en général sur du vrai retargeting. Donc par exemple, nous, on a plusieurs systèmes de retargeting, hein. Les personnes qui ont vu la page de booking, mais qui n'ont pas pris de call, les personnes qui, ont pris un call et qui ont besoin d'être nurturées jusqu'au call. Ça, c'est une campagne supplémentaire qu'on fait parce que là, on vient vraiment mettre un fichier, en disant: «On veut que tu ailles chercher que les personnes qui ont eu cet événement de conversion-là, donc qui ont été Mmh. traquées, à ce moment». Là, pour le coup, c'est des campagnes tellement spécifiques qu'on est obligé d'en faire des nouvelles, absolument. Le seul truc de ça, c'est que du coup, c'est des tailles,
assez, petite, donc je pense que tu Mmh. as quand même besoin d'un renouvellement aussi d'ads assez, fréquemment, non? En fait, justement, pas forcément, parce que vu que c'est des OK. petites audiences, tu vas forcément mettre un budget plus petit, pour aller, taper ces personnes-là. Vu qu'on parle pas en centaines de milliers, mais on parle en juste en dizaines ou voire en centaines de milliers, enfin centaines ou milliers. Donc en fait, tu mets un budget qui est moindre. Donc c'est des créas qui s'essoufflent moins vite. C'est toujours à combien, je sais pas comment expliquer, mais là tu as ta courbe de dépenses, là tu as ta courbe de temps. Plus tu vas dépenser, plus ta créa, niveau temps, elle va s'épuiser rapidement. Moins tu vas dépenser, plus elle va être longue sur la durée. Tu vois ce que je veux dire? Donc Mmh. vu que c'est un budget qui est plus petit, les créas ont moins besoin d'être renouvelées à ce niveau. Tu vois, je pensais le contraire. Donc, OK, cool que tu puisses, nous dire ça. Ouais, Bah, OK. avec plaisir. Bah, la question du coup qui tue, c'est que, les gens qui écouteront du coup ce podcast seront peut-être dans une phase où, ils ont besoin, où ils ont déjà fait du coup de l'acquisition par la pub et ils ont pas forcément les résultats escomptés. Hem, à partir de quel moment finalement on peut faire appel à vous? Parce que tu as parlé de, scaling, mais est-ce que du coup vous vous Mmh. occupez aussi des gens qui démarrent avant le scaling? Ouais, absolument. Alors, on a quand même des prérequis, que dont je t'ai parlé, donc avoir une offre, validée et forcément un minimum de budget de dépenses, parce que forcément, nous, on a des tarifs aussi à prendre en compte sur la presta. Donc il faut quand même un minimum de chiffre d'affaires ou un minimum de dépenses, donc et je dirais si aujourd'hui vous faites, ouais, entre 5 et 15, vous pouvez potentiellement faire appel à nous, ouais. 1000 de budget, c'est ça? De chiffre d'affaires et ouais et puis en termes de budget, on a des campagnes qui tournent à 50 € par jour, hein. Donc Mmh. 1 500 € de dépenses, ça le fait. OK, ça marche. Bah, de toute façon, on mettra en description, je parle, la page, ou le Mmh, site, que vous avez si jamais les gens sont intéressés. Trop carrément. bien. On arrive sur la fin de l'épisode. Pas forcément les sujets les plus, drôles à animer, mais ils sont tellement importants dans la vie du coup d'un business que je trouvais ça, heu, intéressant et même primordial du coup d'aborder. Est-ce que toi, je sais pas, tu aurais un dernier message à faire passer, par rapport à ça ou même vis-à-vis de ton parcours personnel? Voilà, tu es Mmh. libre en fait de dire ce que tu veux. Le message que j'aimerais faire passer, c'est, prenez avec des pincettes tout ce qui est dit sur les réseaux, parce qu'aujourd'hui le système il fonctionne, d'une certaine manière, comme il fonctionnait avant, mais en fait il y a pas tout qui doit changer. C'est-à-dire que, heu, les systèmes ont évolué, mais le système en lui-même reste le même. C'est, générer du trafic. Comment? C'est toujours les mêmes fondamentaux, ouais. Exactement, générer du trafic, convertir ce trafic. Simplement, prenez du recul avec des personnes qui vous disent de faire des tunnels ultra complexes avec, multi-touch points et cetera. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre autant de complexité à votre niveau et surtout pour votre niche? Donc, voilà, faites attention, à tout ça et non, le media buying n'est pas mort. Non, les tunnels de vente et SEM ne sont pas morts non plus. Ils évoluent simplement avec le temps, il faut faire avec, il faut devenir meilleur. Ce sera le mot de la fin, devenir meilleur, toujours important, Voilà. effectivement. Merci à toi Maxence en tout cas, c'était cool et puis, au plaisir de faire du coup, une deuxième session, s'il faut, s'il y a des questions spécifiques sur des sujets comme le tracking ou autre quoi. Carrément, avec plaisir. Merci pour l'invitation et à bientôt alors. À bientôt, bye bye. Ciao, ciao.